Bon, merci beaucoup Valentin Gendreau d'avoir accepté mon interview. Merci à vous. Et merci beaucoup d'avoir pris 2 ans de votre vie pour vous infiltrer donc une nouvelle fois dans une nouvelle corporation pour essayer de nous en dire ce qui s'y passe. Vous aviez donc fait des infiltrations précédentes avant, c'est ça? Dans un Lidl, je crois? Alors, dans un Lidl, c'était pour l'émission Cache Investigation sur France 2. Et D'accord. avant le Lidl, j'avais fait 5 autres infiltrations. Et c'était dans le nord de la France et c'était notamment dans des entreprises dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire. Pardon. Donc ça pouvait être des usines automobiles chez Toyota, usines de chocolat industriel ou dans le tertiaire, donc c'est centre d'appel, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers les policiers? Et si j'ai même compris d'ailleurs, vous vouliez aller dans un quartier populaire, dans un commissariat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ça? Bah, c'est de simplement partir du principe que la police, c'est un sujet qui est quand même extrêmement clivant. Je pense qu'on a tous, citoyens français, un avis, qui soit bon ou mauvais, sur la police. On a tous aussi des a priori sur cette corporation-là, policière. Et de manière générale, vous avez des gens qui les détestent, les policiers. Tout le monde déteste la police, c'est un slogan qu'on entend dans les manifestations, mais c'est aussi quelque chose qui est quand même vrai pour une partie de la population française, qui déteste les policiers. Et vous avez aussi une partie de la population française qui va plutôt axer ses axes de réflexion, c'est très français, sur les conditions de travail des policiers, qui va plutôt dénoncer le fait que les policiers ne seraient pas assez protégés, ne seraient pas assez équipés, assez armés, souffriraient d'un manque de reconnaissance, etc. Mais comme je disais, vous avez jamais de nuance sur un sujet comme ça. Vous êtes soit pro, soit anti. Deux affirmations-là sont pas contradictoires. C'est-à-dire, plus les conditions de travail sont mauvaises, plus les gens ont tendance à mal se comporter. C'est assez logique. Oui, alors moi je n'irai pas jusque-là, parce que les conditions de travail sont mauvaises pour l'ensemble des policiers avec qui je travaillais, pour l'ensemble des policiers du 19e arrondissement. Et pourtant, les policiers racistes violents, ils sont 5 ou 6 sur ma brigade de 30, sur ma brigade de 32. Donc, c'est une minorité qui aura des comportements inappropriés, alors que la majorité, ou même l'entièreté de la corporation policière, souffre de conditions de travail. Donc, le lien entre les deux, il tient pas vraiment parce Je sais pas que... D'accord. Ouais, ça serait un raccourci un peu trop facile à mon sens de le faire. Ce qui serait intéressant maintenant, ce serait peut-être que vous donniez le top 5 des comportements les plus. Bah, le top 5, c'est compliqué de pouvoir vous répondre, mais en tout cas, de manière générale, ce que j'ai pu observer, c'est que les violences policières, elles sont soit très officielles, très médiatisées. Ça, c'est des affaires comme Adama Traoré, c'est des affaires comme Cédric Chouviat, etc. Moi, je montre dans le livre que la grande majorité des violences policières, justement, ne sont pas médiatisées. Ce sont des violences qui ont lieu sous les radars, sur des gens qui sont en garde à vue, y a cet exemple-là de quelqu'un qui est en garde à vue, qui demande d'aller aux toilettes, il tape trop fort sur la porte de sa cellule, un policier de mauvaise humeur le sort de sa cellule et le frappe. Ça, c'est une violence policière qui ne sera jamais médiatisée. Et il le Ça, je frappe l'ai vu souvent. comment ça se passe? Il lui met une claque, un coup de poing ou un coup de pied? Comment ça se passe? On a du mal à s'imaginer. Ah oui, ce sont des. Vous pouvez imaginer les trois. Alors des fois c'est les trois, des fois c'est que deux, ou des fois c'est une grande baffe dans la tronche. Mais D'accord. ce sont des coups dans tous les cas. Hein. Mhm. Le mot générique, coup, baffe, nion, bourre-pif, ce que vous voulez, tout ça y passe. Voilà. J'imagine que plus la personne proteste, plus elle est frappée, donc ils finissent par se taire, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et puis après, vous avez aussi un effet de masse parce que un policier qui va se mettre à hurler, etc. Vous avez tous les autres policiers ou ceux qui sont dans les parages qui rappliquent. Donc forcément, un gardé à vue ou deux gardés à vue contre 5, 6, 7 policiers, évidemment. Ce que je voulais terminer sur les violences policières, c'était les autres types de violences policières que j'ai pu voir, qui ne sont pas médiatisées non plus. Ce sont des cas de violences sur des migrants. C'est arrivé à 3 ou 4 reprises que des migrants se fassent embarquer dans le fourgon et que dans le fourgon, c'est là aussi des violences policières, des coups. Ça, c'est sur les violences policières, c'est des grandes tendances. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on en parle avec ce livre-là, avec le livre Flic. S'il n'y avait pas eu une infiltration dans un commissariat, on n'en aurait jamais parlé. Et à aucun moment, on aurait parlé de ces violences policières-là qui sont quand même extrêmement banales. C'est Ouais. extrêmement banal. Cédric Chouviat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sa mort est extraordinaire. Elle est évidemment affreuse. C'était donc ce livreur qui s'était fait tuer sur le périph', c'est ça? C'était Quai Branly, je crois. C'est une interpellation qui tourne mal, quoi, qui dégénère.
Et Cédric Chouviat meurt à l'hôpital 2 jours plus tard. Donc principalement, c'est des coups. Vous parlez aussi d'insultes, il me semble. Voilà, ok. Bon, quelles sont les solutions, à votre avis? Comment on pourrait faire pour que ça n'ait plus lieu? Et vous savez, ça existe depuis 30 ou 40 ans au moins. On est pas mal dans le déni en France sur les violences policières. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, du bout des lèvres, certains responsables politiques commencent à dire que ça existe. Que oui, ça peut arriver. Du bout des lèvres seulement. Mais d'accord, mais si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, par exemple, comme mesure pour que ça n'arrive plus? Vous n'allez pas mettre un policier derrière chaque policier. C'est pas Bah voilà, possible. c'est un peu le problème, voilà. Donc C'est c'est pas pour ça que je possible. voulais vous demander les solutions. Et est-ce que les fameuses caméras piétons pour tout le monde seraient par exemple une solution? Non, c'est pas une solution parce que si jamais un jour ça dégénère, on pourra toujours trouver un prétexte pour dire que la caméra piéton ne fonctionnait pas, ou qu'elle avait plus de batterie, ou qu'elle D'accord. a... Voilà, donc non, pour moi les caméras piétons c'est un faux problème, c'est une vraie fausse bonne idée. Faciliter les signalements avec une plateforme pourrait être une solution. Vous avez des policiers par exemple qui sont auditionnés 5 ou 6 fois à l'IGPN. Le même policier, 5 ou 6 fois à l'IGPN. Moi j'ai vu des policiers, d'anciens collègues à moi, qui venaient voir en disant moi je suis déjà allé à l'IGPN 5 ou 6 fois. Comme si c'était un peu un tableau de chasse. Ça, c'est pas normal. Un policier qui est convoqué, auditionné une fois à l'IGPN, ça peut arriver. Oui. Mais 5 ou 6 fois, il y a un moment, il faudrait que l'IGPN se dise c'est pas possible. La vraie solution pour que les violences policières n'existent pas, c'est l'indépendance de l'IGPN. C'est tendre vers un système à l'anglaise. Le système à l'anglaise, c'est vous avez des policiers dans l'IGPN anglais, mais pas seulement. Et même les policiers dans l'IGPN anglaise sont minoritaires. Les autres, vous avez des juristes, vous avez des gens de milieu associatif, etc. En France, c'est la police qui enquête sur la police. Oui. Moi, quand j'ai été auditionné par l'IGPN, en bas de ma convocation, c'était écrit ministère de l'Intérieur. C'est extrêmement choquant. C'est juste extrêmement choquant. C'est le ministère de l'Intérieur qui diligente une enquête sur les révélations que je fais dans mon livre. Enfin, et ça va pas. Comment voulez-vous que les policiers retrouvent la crédibilité qui leur manque? Comment voulez-vous qu'on renforce le niveau de confiance entre les policiers et les habitants? C'est pas possible. Il faut que les policiers soient des justiciables comme les autres. Voilà. Ce sont des citoyens comme les autres. L'indépendance de l'IGPN, notamment à la sortie du film de David Dufresne sur les violences policières et tout ça, c'est un sujet qui revient souvent. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement ne le fait pas? Pourquoi on ne rend pas l'IGPN indépendant? Quel est le souci? Quel est le problème? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça arrange très bien le pouvoir en place d'avoir les policiers dans les mains. L'article 24 là, sur la loi de sécurité globale, c'est le syndicat Alliance qui réclamait ça depuis des années. On n'est pas du tout dans une logique de rétablir la confiance entre les policiers et les habitants. On est en train d'écarter la police et les habitants. On est en train de faire une espèce de police un peu intouchable, etc. C'est évidemment, faut pas aller dans ce sens-là. C'est pas possible. Sur le long terme, c'est absolument pas tenable. Voilà, c'est n'importe quoi en fait. Voilà. Et on va tous en payer les pots cassés de ces choses-là. Évidemment, tous. En tant que citoyens, en tant qu'habitants de ce pays, c'est évident. D'accord. Pour vous, le gouvernement, plus que d'établir une société harmonieuse, aurait dans l'idée d'avoir une police qui serait vraiment toujours derrière lui. Par exemple, on pense au moment des Gilets jaunes, ou peut-être qu'à un moment, ils ont eu peur que la police se retourne. D'avoir une police qui soit vraiment toujours derrière lui et donc ne penserait qu'en termes de corporatisme et de cadeaux et non plus en termes de fonctionnement global harmonieux, quoi. Oui, c'est ça. C'est bien ce que vous dites, ok. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures, à votre avis, que celle-ci, à part l'indépendance de l'IGPN? Bien sûr, renforcer la formation des policiers. Dans certains pays en Europe, vous avez des formations qui durent jusqu'à 3 ans dans certains pays. En France, on est passé, pour les gardiens de la paix, c'est entre 8 mois et 1 an aujourd'hui. Les policiers contractuels, c'est 3 mois. En 3 mois, ils sortent, j'en suis la preuve, avec une habilitation à porter une arme sur la voie publique. C'est ce que vous avez fait, vous, c'est ça, la formation d'adjoint de sécurité de 3 mois. Voilà, exactement. Ouais. Donc évidemment, c'est insuffisant. Le cours sur les violences conjugales qu'on a reçu en tant que policier contractuel, c'est 3 heures. Et dans ces 3 heures-là, il y avait 2 heures où on a regardé un film. C'est tout. Okay. Voilà. Donc en fait, il y a trop de manque. Il y a trop de trous dans la raquette. Hein. Okay. C'est ça. C'est autrement le fait aussi que les policiers ne soient pas suivis psychologiquement pour les conditions de travail dégradées, anxiogènes et violentes qu'ils vivent et qu'ils subissent. Il n'y a pas de suivi psychologique. Donc évidemment, ça aussi, ça fait partie des solutions. Oui, parce que vous dites notamment aussi qu'il y a, par exemple, l'un de vos collègues qui s'est suicidé. On parle beaucoup des suicides dans la police. Comment vous analysez ça, vous? Pourquoi, à votre avis, il y a autant de suicides? Qu'est-ce qui fait que les conditions de travail soient si dures et comment on pourrait y remédier? Là encore, c'est une question qui est extrêmement large. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? D'abord en améliorant le lien entre la police et les habitants. C'est pas juste quelque chose de complètement illusoire. Il faut juste
que les policiers sentent que leur boulot est valorisé, sentent la reconnaissance des gens, parce que c'est un boulot qui est extrêmement difficile et ô combien important dans une démocratie, le métier de policier. Simplement, il faut qu'il soit valorisé. Il faut qu'il y ait la reconnaissance. C'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez une partie de la population française qui déteste les flics, qui déteste la police, dans les quartiers, mais aussi dans les manifestations. Et en tant que policier, c'est difficile d'endurer ça, d'endurer les conditions de travail, d'endurer la violence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus valorisé? Déjà, en arrêtant la mythification qu'il peut y avoir autour des policiers. Par mythification, j'entends toutes les séries, tous les films, etc. qu'on peut avoir, même les choses comme Enquête d'action et toutes ces cochonneries-là qu'on peut trouver sur la TNT, où on va valoriser le métier de policier. Mais en fait, quand vous êtes policier d'arrondissement ou policier de terrain, vous ne faites pas ça. Il n'y a pas un gradé qui vous accompagne tous les jours quand vous êtes sur le terrain. Ça, c'est pour les télés, ça. Mais ça, c'est pas vrai. Le décalage entre votre hiérarchie et les gardiens de la paix, c'est terrible. La chaîne hiérarchique n'est jamais sur le terrain. Donc vous êtes en bas, vous êtes livré à vous-même et vous êtes sur le terrain tout seul. Voilà. Ou avec d'autres, mais d'autres pas gradés. Et donc une des solutions pour remédier à la non-valorisation, ce serait donc par exemple de demander à des gradés d'aller plus sur le terrain? Oui, bien sûr. Ça fait partie des solutions. L'autre solution serait aussi, là pour le coup c'est complètement illusoire, mais que lorsqu'il y ait des violences policières, des policiers dénoncent les comportements des policiers, violents et racistes, simplement en disant que ces comportements-là, ça nuit à l'ensemble de la profession, ce qui est le cas. Mais aujourd'hui, comme on est dans une logique clanique, un policier ne va pas balancer son collègue. Ça n'existe pas. On constate dans les professions à risque, effectivement, qu'il y a beaucoup de serrage de coude, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se soutenir dans ce genre d'épreuves parce que par ailleurs, ils vivent des choses difficiles ensemble, donc ils n'ont pas envie de se tirer les uns sur les autres, quoi. Exactement. C'est une conséquence de la fonction en soi, quoi. Il y a pas tellement... Si, peut-être dans la formation, en leur expliquant mieux que ce n'est pas trahir leurs collègues que d'essayer de le rappeler à l'ordre, ce genre de choses. Mais à part ça... Ça paraît un peu naïf. Mais si l'IGPN marche mieux, comme vous avez dit tout à l'heure, sur les violences policières, on a déjà plus de solutions. Là, on était plus vraiment sur comment faire en sorte que le métier de policier soit quelque chose de mieux vécu et qu'on arrête, en gros, que ce soit quelque chose où on embauche. Vous disiez qu'on prend 100% des gens qui se présentent, en gros, à votre examen, tout le monde l'avait eu, c'est ça? Presque. D'accord. Et d'autre part, qu'il y ait autant de suicides, comment faire en sorte que ce soit plus une sorte de chair à canon comme ça, ou ressenti comme tel. Donc, à part que les gradés accompagnent les policiers, est-ce que vous auriez d'autres idées qui pourraient faire que les conditions soient moins difficiles? Je ne sais pas, moins d'horaires, une paye plus élevée? Je ne sais pas. Les horaires, c'est sûr que ça a toujours été un vrai problème pour les policiers, parce que ce sont des rythmes de travail qui sont très difficiles. La paye... un gardien de la paix titulaire, il est à 2000 par mois. Donc c'est pas la paye est pas si mal. Hein. Franchement, surtout dans la fonction publique, hein. C'est pas mal payé. Après, à mon sens. Hein. À Paris, ça peut faire peu, mais. Oui, bien sûr. Mais vous savez, les policiers qui travaillent, qui sont policiers à Paris, ne vivent pas à Paris. Ils vivent tous en banlieue. Hein. Ils vivent pas dans l'arrondissement où ils travaillent. Heureusement. Ils sont pas. Voilà. C'est une protection qu'ils prennent. Et ils ont raison. La paye n'est pas trop mal, d'accord. Les horaires sont difficiles, mais ça, on voit difficilement comment on pourrait. Est-ce que finalement, le ministère, il fait pas ce genre de cadeau comme l'article 24, qui finalement s'avère être un peu un article vide, puisque menacer des policiers, c'est déjà puni. Est-ce que le ministère fait pas ce genre de cadeau, justement parce qu'en fait, on n'arrive pas à améliorer leurs conditions de vie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer les conditions de vie des policiers? Vous savez, vous avez 90 à 95% des premiers postes de policiers qui sont à Paris ou en Île-de-France. Sauf que, en fait, bien souvent, les policiers qui prennent ces postes-là, ils ne viennent pas de Paris ou ils ne viennent pas d'Île-de-France. Ils viennent de province. Et quand ils arrivent à Paris ou en Île-de-France, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils trimballent avec eux toute la méconnaissance qu'impacte de vivre à Paris ou en Île-de-France. Déjà, pour eux, ce sont des changements qui sont radicaux. Et ensuite, vous êtes confronté à une population qui n'est pas la même, qui n'a pas les mêmes codes de vie que lorsque vous êtes dans votre petite commune en province. Donc ces données-là, il faut évidemment les prendre en compte. Et ce n'est pas le cas. Là, ça, c'est un vrai changement. Comment faire pour inciter plus de franciliens à embrasser la carrière de policier? Ça, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, je pense que je pointe du doigt un sérieux problème. Les policiers avec qui je travaillais, qui sont franciliens, vous en aviez 3, 4 sur toute une brigade, sur 32. Donc c'est sûr que ça, c'est totalement insuffisant. D'accord. Donc c'est une profession qui est plus demandée finalement en province. À Paris, il semblerait que les gens n'aient pas envie d'être policiers, quoi.
Oui, ou en tout cas, c'est aussi à Paris ou en Île-de-France où il y a le plus de postes à pourvoir. Mm. Et comme la police ne recrute pas suffisamment de franciliens, ils sont obligés de faire des recrutements nationaux. C'est pour ça que vous avez beaucoup de policiers à Paris, par exemple, qui ont des accents du Sud. Et quand ils ont des accents du Sud, ils n'ont pas envie de rester à Paris, hein, souvent, ces policiers-là. Ils y viennent parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais ils D'accord. n'aspirent pas à rester à Paris. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retourner à Marseille, à Nîmes, où vous voulez, quoi. Donc peut-être des grandes campagnes de recrutement de policiers franciliens, du coup. Oui, bien sûr. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire comment il faut faire, hein. Non, non, Je- je sais bien, mais c'est intéressant d'y réfléchir avec vous, puisque vous avez quand même eu un regard que peu, y compris les politiques, aucun politique n'a été 2 ans dans un commissariat. Donc c'est quand même intéressant de voir si vous n'avez pas pensé à des solutions qui peut-être auraient échappé jusqu'à maintenant à l'espace public. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais je comprends, mais ces questions-là, elles sont portées sur la place publique parce que le bouquin est sorti, mais les politiques, s'ils sont un minimum informés, ils le savent déjà. Le ministre de l'Intérieur, il le sait déjà depuis longtemps. Alors, je sais bien qu'il succède régulièrement, mais ces problèmes-là sont déjà pointés du doigt depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça ne bouge pas, ça, je ne peux pas vous dire. Et vous dites qu'ils font rien, mais en même temps, quand on vous écoute, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une solution pour améliorer les conditions de vie des policiers. Enfin, moi, j'entends pas vraiment de solution dans ce que vous me dites. Mais ce sont des chantiers titanesques à chaque fois, en fait, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez un commissariat, le commissariat du 19e arrondissement, il a été créé en 2000 ou 2001, il me semble. Donc il a 20 ans. Il y a déjà des infiltrations d'eau. Il est déjà dans un état assez pitoyable. Il y aurait tout à revoir. Il faudrait investir des milliards d'euros simplement pour les locaux, simplement pour les commissariats. Vous avez des commissariats en banlieue parisienne, ils sont dans un état déplorable, pitoyable. Les véhicules de police, vous avez des fois des policiers qui font des contrôles de police avec des véhicules qui sont même pas en état de rouler. Quelle crédibilité vous donnez après? C'est pas possible. D'accord, je vois. Donc, ça pourrait déjà passer par un meilleur entretien du matériel, fournir de meilleurs équipements à jour, de meilleurs locaux. Ouais. Là, il pourrait se sentir plus reconnu. On a beaucoup parlé de la police du chiffre de Sarkozy. Vous Ouais. disiez il faudrait rapprocher la police des habitants. Donc, ce Ouais. serait sortir de cette police du chiffre et retourner vers une police plus de proximité comme on avait avant, c'est ça? Moi, je suis même pas assez, je suis très favorable au retour de la police de proximité, ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que en ce moment, le niveau de défiance des habitants vis-à-vis de la police est extrêmement haut. Le niveau de confiance est extrêmement bas. Il faut calmer le jeu, quoi. C'est pas possible, là. On peut pas aller plus haut que ça. On fait comment pour calmer le jeu? En condamnant des policiers qui sont auteurs et coupables de violences policières, parce que ça, c'est trop rarement le cas aujourd'hui, et en permettant aux policiers de travailler dans de meilleures conditions. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quand vous avez des policiers qui sont sur le terrain, quand ils travaillent, soit ils sont au commissariat, soit ils sont en intervention. Mais le lien entre la police et les habitants, il n'existe plus. Il n'existe pas. Ou quand il existe, c'est dans des cas d'intervention, qui sont évidemment des temps très spécifiques. Puisque l'intervention, c'est quelque chose qui peut être très musclé, violent, rapide. Et les habitants, évidemment, si vous n'avez rien à voir dans cette affaire-là, vous pouvez être choqué par ce que vous voyez. Mais le temps de l'intervention, c'est pas un temps du dialogue. D'accord. Il y a une sorte de tournée où ils aillent simplement voir les commerçants, voir faire connaissance avec le quartier ou ce genre de choses. Ça se faisait avant. Sarkozy a aboli la police de proximité en disant vous, les policiers, vous n'êtes pas là pour organiser des matchs de rugby. C'est pour ça qu'on a supprimé ça. Ça date de 2003, la fin de la police de proximité. Mais aujourd'hui, plus on avance et plus on va vers un mur. Et donc les anciens collègues, ceux qui étaient là avant 2003, ils ont l'impression que c'était mieux avant ou pas? Ça, je peux pas vous dire, parce que la grande majorité des policiers avec qui j'ai travaillé sont des jeunes policiers. Ouais, et puis à cause du gros turnover qui y a, j'imagine, en Île-de-France. Ouais, ouais. Ok. Et un policier qui n'est pas de Paris ou qui n'est pas d'Île-de-France, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir repartir d'où il vient. Il n'attend que ça. Si vous êtes de Limoges et que vous faites 15 ou 20 ans à Paris, n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir retourner chez vous. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est quoi la prochaine infiltration? J'imagine qu'on n'a pas le droit d'en parler. Non, et puis c'est pas sûr qu'il y en ait d'autres, hein. Ah ouais? Ça vous a un peu dégoûté là? Non, c'est pas dégoûté, c'est une fatigue psychologique en fait. Ouais. Là j'ai fait 7 infiltrations, 2 ans dans la police, c'est difficile. Je comprends. Et à part ça, j'ai entendu dire qu'il allait peut-être y avoir des poursuites par rapport à l'affaire, vous savez, des violences où vous auriez pas signalé, donc pour pas vous révéler. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Vous craignez des poursuites? Qu'est-ce que vous risquez? Alors j'ai été auditionné par l'IGPN. Oui.
C'était au mois d'octobre, le mois dernier. Ça a duré 4 heures. Je me suis expliqué sur toutes les violences policières que j'ai pu dénoncer. Et concernant l'affaire dont vous parlez, ça participe de l'enquête en cours de l'IGPN. Ce que je risque, moi, j'ai fait mon travail de journaliste en dénonçant ces faits-là. C'est complètement inconcevable que celui qui dénonce soit condamné. Et je suis journaliste, je suis lanceur d'alerte, je raconte des histoires vraies. Qui se sont passées l'année dernière dans le commissariat du 19e arrondissement. Sans moi, toutes ces affaires-là n'auraient pas été mises sur la table, mises en lumière. Donc il ne faut pas oublier tous ces éléments-là. Le ministre, entre guillemets, pour vous attaquer, aurait dit lui, pourquoi il n'a pas dénoncé à cette époque, etc. On va peut-être le poursuivre. C'est pour ça, je m'inquiétais un peu pour vous. Vous pensez que vous risquez absolument rien sur le plan juridique? Ça serait, je viens de vous dire, celui qui dénonce n'est pas celui qui doit être condamné. Après, sur le ministre, sur ce que vous venez de dire, moi, ce qui me choque, en fait, c'est qu'un ministre puisse répondre ça après toutes les révélations que je peux faire dans le livre, que ce soit les violences policières ou que ce soit le mal-être des policiers. Je me demande, en fait, s'il a bien compris les tenants et les aboutissants de la problématique, en fait. Je me demande si son costume de ministre de l'Intérieur n'est pas trop grand quand je l'entends. Ouais. Ils ont un peu tendance à vouloir tuer les messagers plus que les faits reprochés, ouais, en général. Ça fait un peu peur, ouais. Ok, eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Valentin Gendreau. Bonne journée. À vous aussi.